Bon, alors, sans attendre, je vous passe la parole, parce que je suis sûre que tout ce que vous venez d'entendre depuis ce matin vous donne envie d'intervenir. Il y a un micro baladeur, je suppose? Oui, il y a un autre micro là ou là. Parce que je ne veux pas me défaire du bien. Hein. Merci de vous nommer avant de faire le commentaire ou la question. Oui, donc je suis Corinne Lantôme, je suis responsable en Gironde pour la CFDT sur la production, les salariés de la production agricole. Donc merci déjà pour effectivement l'ensemble des exposés. Je vais parler de certains points qui ne sont pas apparus, ainsi que certaines questions. Dans les points qui ne sont pas apparus dans les intervenants, enfin dans les interventions, et certainement parce qu'ils n'en ont pas connaissance, il faut savoir qu'en Gironde, les partenaires sociaux ont mis en place, sont les premiers à avoir introduit les délais de réentrée dans la convention collective, et la discussion s'est passée en 2003, et donc convention collective du 1er avril 2004. Nous avions donc, nous avons inscrit les délais de réentrée, le principe du délai de réentrée, le principe de la formation obligatoire de l'employeur aux salariés qui effectuaient les traitements, les conditions obligatoires donc d'équipement et de douche, etc., et la prise en considération donc sur du temps de travail rémunéré de l'ensemble des choses. On s'est rendu compte d'ailleurs à ce moment-là que les délais de réentrée n'étaient absolument pas prévus sur les produits, et donc nous avons, moi je me souviens avoir appelé donc, les fournisseurs sur l'exploitation où je travaillais, de façon à leur demander comment on faisait, et donc ils manifestaient une certaine surprise au fait que des salariés se contentaient dans certains cas de se baisser dans le rang de vigne le temps que le traitement passe au-dessus d'eux, et donc continuer parce que il fallait faire leur prix fait. Voilà. Dans le dialogue, je tiens quand même à souligner que il n'y a pas eu de blocage, pas du tout. Il y a même eu accompagnement de la FDSEA, puisqu'ils sont, enfin, c'est les partenaires sociaux. Et donc voilà, je crois qu'il faut quand même souligner, nous avons, c'est vraiment une co-construction de ces précautions. Ce que je peux souligner de toute façon depuis, c'est que nous n'avons jamais réussi à attirer l'intérêt ni l'attention, ni un soutien pour nous aider à faire respecter et à obtenir davantage de moyens, parce que, effectivement, on se présentait certainement en responsable et pas en victime. Nous étions tous responsables. Voilà. Ensuite, dans les choses qui me paraissent importantes et sur lesquelles nous avons demandé qu'il y ait un changement, sur Certivito par exemple, c'est la DRAF qui est la seule autorité responsable de l'agrément des centres de formation du Certivito. Et nous avons attiré le fait que sur le terrain, nous n'étions pas d'accord parce qu'il y avait certaines formations de Certivito qui ne répondaient pas, selon nous, à ce qu'était une formation normale. Je proteste depuis longtemps, et je pense que mon camarade, mon collègue qui interviendra cet après-midi, sur la déculpabilisation sur les traitements bio. Dans les symptômes qui sont donnés, il y a énormément de produits bio qui posent problème de santé. Alors peut-être pas à long terme sur des cancers, mais en tout cas sur des problèmes de santé immédiate. Je laisse le collègue en parler. La CFDT, donc la production agricole, participe à une étude donc avec une... excusez-moi, je ne sais pas si elle est chercheuse, enfin, etc., Fabienne Gouty, que M. Garrigou connaît, pour travailler justement sur comment on arrive à prendre en considération le danger donc, et le message au niveau des salariés pour progresser, parce que c'est un problème à porter, que ce soit de notre côté avec nos collègues ou du côté des employeurs qui nous indiquent leur difficulté à être constamment
à faire comprendre aux salariés le danger, pour eux aussi d'ailleurs à le comprendre. Voilà. Et je tiens à porter à connaissance à M. Garrigou que des salariés agricoles donc, ont assisté à la présentation qu'il y avait eu à l'université, au colloque, voilà, et ils ont apprécié l'approche qui en était faite et qui leur apparaissait extrêmement réaliste et proche de leur vécu. Merci de votre attention. Alors, je propose qu'on prenne plusieurs interventions et puis qu'ensuite, ceux qui ont fait des présentations ce matin prennent la parole et répondent en fonction de ce qu'ils souhaitent faire comme commentaire sur les questions. Donc, qui veut prendre la parole? Oui. Oui, bonjour. Fabrice Micoureau, riverain des zones pomicoles du Limousin, et à l'initiative d'une démarche citoyenne justement pour alerter sur les dangers des pesticides. J'avais une petite question qui était destinée peut-être à Madame Hérault qui a pris la parole ce matin et qui parlait de faire participer la société civile. Je voulais simplement faire remarquer que justement, alors je voulais la féliciter pour cette initiative de faire entrer un petit peu, participer davantage la société civile, mais que malheureusement la société civile avait souvent les plus grandes difficultés pour se faire entendre et comme le disait Giovanni tout à l'heure, elle est très souvent obligée de manifester, de sortir des banderoles pour se faire entendre. Donc voilà, je veux simplement faire remarquer, féliciter pour cette initiative. Si effectivement la société civile dans son ensemble et les personnes les plus concernées comme les riverains peuvent être un petit peu plus impliquées dans ce débat sur les pesticides. Et puis en profiter simplement pour remercier l'association Phytovictimes qui depuis quasiment le départ de sa création a tout de suite pris en considération la situation des riverains et a essayé de l'intégrer au mieux dans ce débat-là. Voilà, donc je voulais les remercier également. Merci. Une autre... Voilà. Bonjour, je suis Philippe Bardet, donc je remercie l'association tout d'abord d'avoir fait l'honneur de m'exprimer tout à l'heure cet après-midi. Et là, je vais m'exprimer à titre personnel concernant les délais de réentrée. Je fais partie de ceux, parce que nous sommes nombreux, à avoir pensé que les délais de réentrée, cette notion écrite et inscrite partout, était une vraie institution qui nous permettait d'avoir un repère sur la dangerosité des produits. Nous ne sommes pas toxicologues, ni encore moins épidémiologistes, donc lorsqu'il y a quelque chose qui est écrit, on fait confiance et on s'en servait, à bon escient j'espère, mais tout le monde s'en servait. Or, patatras, depuis quelques années, ce bel effet pour moi est tombé à l'eau, parce qu'on avait arrivé sur les étiquettes des obligations d'utiliser des EPI jusqu'à la récolte. Donc la profession s'est émue de ça et on milite pour que si une molécule ou une formulation est dangereuse à tel point qu'on soit obligé d'utiliser des EPI jusqu'à la récolte, il faut purement et simplement l'interdire. Ça nous a fait, mais vraiment bondir. Ce que je dis, je représente la quasi-unanimité des agriculteurs, qu'ils soient agriculteurs sans salariés ou employeurs de main-d'œuvre. Vraiment, ça nous a vraiment désarçonné cette réflexion. On ne sait plus où aller. Est-ce que l'un d'entre vous veut réagir à ces premières questions? Non, moi j'ai un tout petit mot de précision à rajouter sur les délais de réentrée. Il faut avoir en tête aussi, parce que vous dites est très important, avoir en tête aussi qu'ils sont calculés en fonction de ce qu'on sait des effets d'exposition aiguë. Et ils ne nous disent absolument rien de la protection qu'ils donnent vis-à-vis des effets chroniques liés à des expositions de long terme. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas protecteurs, mais ça veut dire qu'on n'en sait rien. Voilà, je tenais juste à apporter cette précision pour bien expliquer que les délais de réentrée tels qu'ils sont calculés sont sûrement mieux que rien, mais ils ne sont pas entièrement validés, ils s'en foutent beaucoup du point de vue de la protection qu'ils accordent à la santé des professionnels exposés. Oui, puis dans la même perspective, dans le groupe de travail d'experts de l'ANSES, il y avait un Québécois. Et au Québec, il existe des délais de réentrée. Et on a vu que sur des mêmes produits, il pouvait y avoir un écart. Au Québec, il y a des délais de réentrée qui peuvent être de 2 semaines.
voire même 3 semaines, je crois, sur un produit, et pas de 48 heures comme chez nous. Donc cette question de délai entrée, c'est effectivement un repère sur la dangerosité, ça c'est, je pense, quelque chose qu'il faut avoir en tête, mais ce repère-là a bien souvent pris en compte la pénétration respiratoire, et le développement des connaissances sur la pénétration cutanée, et l'ampleur de la pénétration cutanée, ont amené à discuter de leur caractère opérationnel et du bienfait, dans certains cas, de protection cutanée. Alors, à discuter quel type, est-ce que c'est la combinaison, en fonction de ce que je vous ai présenté, ça c'est un vrai débat, mais en tous les cas, tout ce qu'on peut gagner pour éviter de la contamination cutanée, et ça veut dire à réfléchir concrètement comment on fait dans l'exploitation, où est-ce qu'on stocke ses vêtements, où est-ce qu'on les lave, etc. Il y a une vraie discussion, mais là c'est des gains de prévention qui sont peut-être pas faciles à mettre en œuvre, mais qui sont des gains utiles. Alors, qui veut intervenir ? Oui, bonjour, Thierry Velsebronne, je vais dire militant en santé au travail, militant CGT en santé au travail. D'abord, je voudrais vous remercier parce que c'est un colloque pluridisciplinaire et ça permet d'ouvrir les champs des approches. Ensuite, j'avais plusieurs questions, c'est l'évolution des mots. La première, on parle de pesticides, donc on est sur le traitement de petites bêtes, entre guillemets, et on passe à phytosanitaire, qui est quelque chose qui est la santé de la plante, et qui devient un problème de santé publique, dans la mesure où ce côté sanitaire-là, il est fait pour la plante et pas pour l'homme. C'est assez paradoxal et ça m'interroge un petit peu. Ce que je voulais dire aussi, c'est que, et je vais faire après un rapport avec la sylviculture. La question, c'est la trajectoire. Et c'est savoir ce qu'on veut en faire. Aujourd'hui, on a un problème de santé publique, on a un problème de santé des travailleurs, on a un problème d'exposition des travailleurs. Et donc, la question, c'est quoi la trajectoire? Est-ce qu'on veut supprimer les produits phytosanitaires? Et donc, comment on s'y prend? Comment on l'accompagne? Et comment on accompagne aujourd'hui aussi bien les agriculteurs que les travailleurs dans les pratiques professionnelles pour pouvoir les aider. Parce que c'est ça, en fin de compte, le vrai débat. C'est qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui de façon réactive pour pouvoir pallier dans le travail de tous les jours. Donc ça va être l'engagement dans les transformations et dans le travail que s'est engagé la région. Mais je pense qu'il manque des acteurs à l'intérieur. Je pense notamment aux ergonomes et aux travailleurs principalement. Parce que si on n'adapte pas directement aux situations de travail, on n'y arrivera pas. Donc ça, c'est le premier choix. Et puis, c'est l'engagement politique de pouvoir enlever, excusez-moi l'expression, mais toutes ces saloperies qui sont en train de détruire au même titre que l'amiante ou au même titre que tous les autres produits chimiques que l'on trouve dans le travail et qui, eux, sont en train de nous tuer. Parce que tout à l'heure, on a parlé de 2 morts par jour. Mais c'est 128 malades par jour par le travail en France. On n'est pas... C'est quand même, il faut se rendre compte, 128 malades par jour au travail. Il suffit de prendre les chiffres de la sécurité sociale. Donc la question, c'est comment on arrive à construire des trajectoires politiques. Et puis en même temps, dans les stratégies à utiliser, alors moi je ne suis pas agriculteur, je ne suis pas sylviculteur. Après, il y a des gens qu'on rencontre, avec qui on discute. Et il y a un monsieur qui s'appelle monsieur Azera, qui est sylviculteur, et qui, lui, rencontre des problèmes avec toutes les maladies dans les pins. La sylviculture a beaucoup de problématiques aujourd'hui, et pas que la chenille processionnaire. Il y a d'autres parasites qui arrivent, notamment par le sud, et qui sont en train d'envahir et de peut-être petit à petit de tuer la forêt landaise. Et donc, il est parti sur un autre principe, qui est celui de l'équilibre entre le monde du végétal, le monde animal et puis le monde des hommes. Il a décidé, lui, dans sa forêt, de laisser revenir un biotope naturel dans lequel on va retrouver, en fin de compte, tout ce qui permet de garder l'équilibre, parce que c'est une question d'équilibre à l'intérieur de la forêt, et donc de protéger les arbres. C'est comme nous, quoi. On est des espèces, on est un être vivant, on est composé de toutes choses positives et négatives, et c'est l'équilibre de tout ça qui fait qu'on est en bonne santé. Et c'est peut-être un regard et un chemin, une trajectoire à suivre dans les différents types de cultures que l'on peut avoir, que ce soit le blé, que ce soit les pommiers, que ce soit la viticulture. C'est comment on arrive à reconstruire des biotopes sur des systèmes et sur des exploitations qui permettent à tout le vivant de s'exprimer et de s'équilibrer.
Voilà, merci. Une autre intervention? Oui, bonjour. Je suis François Laroulandi, je suis membre de Génération Future. Je voudrais faire une observation sur ce qui me semble un débat, une dérive du débat de fond quand on aborde la question des EPI. Puisque finalement, il me semble qu'on perd beaucoup de temps à discuter sur l'efficacité ou non des EPI, mais en fait, pendant ce temps-là, on oublie de parler du débat de fond qui est qu'il y a des molécules qui sont toxiques pour l'homme, pour l'environnement, des molécules qui tuent la vie. Et donc, je suis un petit peu choqué de voir que, effectivement, BASF produit tout de suite une solution miracle, mais en même temps, il me semble que BASF produit aussi des produits phytopharmaceutiques. Donc voilà, je voudrais que ce débat-là des EPI, c'est intéressant, mais revenons au débat de fond. C'est-à-dire que, voilà, remettons en question des molécules toxiques et n'essayons pas de trouver des protections qui vont justifier l'utilisation de ces molécules. D'autres interventions? Tu veux répondre? Donc, juste pour répondre à votre question ou à votre remarque, si vous reprenez les conclusions du rapport ANSES, la question c'est de supprimer le danger à la source. La priorité, elle est là. J'ai voulu aborder la question des équipements de protection individuelle parce qu'elle est présentée souvent par un certain nombre d'acteurs comme la solution qui pourrait rendre acceptable ou qui permettrait de gérer les risques en situation. Et les études qu'on a menées montrent que c'est beaucoup plus complexe que cela et c'est un maillon faible du dispositif. Donc on est d'accord sur, pour remettre les choses à leur place dans la discussion. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Alors moi, je vais me donner la parole parce que j'avais envie de réagir effectivement à certains aspects du débat. Tout d'abord, je crois qu'on a effleuré, mais pas suffisamment, peut-être insisté sur les effets long terme. C'est-à-dire que, quand même, ces molécules dont on connaît que partiellement la toxicité, mais on en connaît quand même un peu, ce sont des organismes organiques persistants, ce sont des molécules organiques persistantes, ce sont des perturbateurs endocriniens, ce sont des cancérogènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction, dont les effets aigus ne sont que la toute petite partie de la véritable toxicité, avec tout ce qui a été dit ce matin, donc je ne vais pas y revenir, si ce n'est pour rappeler quand même que le cancer, pour parler de cette pathologie, il faut savoir que quand même au niveau de l'Union européenne, on a des estimations maintenant assez solides qui montrent qu'il y a par an 100 000 décès par cancer dus au travail. Donc on est avec une pathologie gravissime qui est devenue la première cause de mortalité en Europe. Un cancer, c'est une histoire longue qui commence au moment où il y a une agression par une substance toxique et qui peut mettre des décennies à se développer. Et enlever le risque à la source, ça veut dire effectivement arrêter. Alors, je vais reprendre l'exemple de l'amiante parce qu'il y a une question qui a également été effleurée, c'est la question de la substitution ou de la toxicité d'autres types de produits. Moi, je vais reprendre l'histoire de l'amiante parce que là, on a quand même une expérience sur laquelle on peut s'appuyer pour faire évoluer des situations comme celle des pesticides. L'histoire de l'amiante, pendant des années, on a entendu le fait que, et ça c'était les industriels qui avaient mis ça évidemment dans le débat public, c'est que de toute façon les substituts étaient aussi dangereux que l'amiante.
Et donc, ça servait à rien de substituer, puisque de toute façon, il fallait bien construire des maisons, faire de l'isolation, etc. Et là où ce discours est piégé, quelque part, c'est qu'on ne substitue pas une substance par une autre. On ne substitue pas une fibre par une autre. Il y a eu une rediversification de matériaux de construction, de matériaux d'isolation, qui ont fait que, pour une grande partie, les substituts à l'amiante sont des substituts absolument non dangereux et pour lesquels on a vraiment la possibilité de dire que quand on substitue dans la fabrication du fibrociment l'amiante par de la cellulose, on n'a pas du tout les mêmes effets sanitaires à court, moyen et long terme. Certains substituts, comme les fibres céramiques, sont au moins aussi dangereux. Et moi, chercheur en santé publique, je peux vous dire qu'on se bat actuellement pour que la réglementation sur les fibres céramiques soit extrêmement rigoureuse, comme l'est celle de l'amiante. C'est-à-dire qu'on revienne au principe de base qui est pas de contact entre ces fibres extrêmement dangereuses et les êtres humains, que ce soit des travailleurs ou autres. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a entendu ce matin aussi beaucoup d'éléments sur la diversification. C'est-à-dire que Paul François et d'autres ont dit on ne remplacera pas comme ça instantanément l'agriculture intensive par une agriculture bio du même type, du même ordre. Ce n'est pas un problème de technique, c'est des problèmes de choix et c'est des problèmes de travail sur quelles sont les meilleures technologies aujourd'hui pour arriver à faire diminuer puis se passer d'intrants chimiques. Et puis, eh bien, le problème de l'interdiction est posé pour les plus dangereux d'entre eux. Et puisqu'on a réussi à faire interdire un certain nombre de pesticides, depuis pratiquement une vingtaine d'années, suivant les pays, eh bien, il faut continuer ce double travail qui consiste d'une part à protéger aujourd'hui ceux qui sont exposés, parce qu'il faut que cette protection soit faite pour les travailleurs et s'étende bien sûr aux riverains. Et en même temps, il faut travailler au niveau de l'Europe, et c'est ce qu'on fait par rapport au glyphosate, par exemple, pour obtenir l'interdiction de ces produits. C'est-à-dire qu'on n'a pas le choix, il faut faire les deux. Et c'est pour ça qu'une réunion comme celle d'aujourd'hui est très importante pour nous permettre de réfléchir à quelles sont les stratégies dans les deux champs pour protéger les travailleurs aujourd'hui, pour protéger les riverains aujourd'hui. Et tout ce qui a été dit ce matin était important par rapport à ça, mais tout en continuant ce combat sur les perturbateurs endocriniens, sur les pesticides qu'il faut interdire et la pression qu'il faut mettre là, notamment au niveau de l'Union européenne, et on aura peut-être l'occasion d'en reparler cet après-midi. Merci. Alors, je crois que maintenant, on va aller déjeuner. Je laisse les organisateurs peut-être... Désolé, je lui ai coupé la parole, excusez-moi. Donc, avec Emma, quand on a préparé ce colloque, on a cherché comment continuer le débat entre le moment, la première partie et la deuxième partie après-midi. Donc, on a organisé un déjeuner où on vous convie, de façon à vous pouvez continuer à converser avec les intervenants de ce matin et peut-être les intervenants de cet après-midi autour d'un repas. Qui sera servi là où on a pris le café ce matin, donc devant le bar. Et je tiens à remercier deux viticulteurs, donc le GAEC Sabaté, viticulteur bio à Saint-Maine-de-Castillon, de nous avoir offert les vins de midi, et le Château Couros, Saint-Vincent-de-Pertignas, qui est une propriété en Bordeaux supérieur traditionnel, d'avoir participé aussi en offrant les bouteilles de vin pour midi. Et je tiens à remercier tous les bénévoles qui sont là depuis ce matin à 6 heures pour pouvoir œuvrer à que ce colloque se passe dans les meilleures conditions possibles. Et je vous souhaite bon appétit. Merci.